L'ambassadeur de Suède au Mali en visite dans la région de Sikasso, la diplomate est allée constater de visu les projets financés par son pays, des projets axés sur l'accès des communautés rurales aux services énergétiques modernes. Le réalisateur du film Les manuscrits de Tombouctou lance un SOS pour sauver ce qui reste du patrimoine culturel de la cité. Zola Maseko, réalisateur sud-africain qui qualifie la destruction de mausolées de grande perte pour l'Afrique et pour le monde. En période hivernale, les grands arbres constituent un danger permanent pour les populations. Cette année, pour éviter les accidents, EDMSA et le service des eaux et forêts ont décidé de procéder à des élagages. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Dioncounda Traoré, a reçu en audience hier le président sénégalais Macky Sall en visite d'État en France. Les deux personnalités ont évoqué la crise sécuritaire et institutionnelle que traverse notre pays, ainsi que le mini-sommet de la CEDEAO sur la crise du Mali, le compte-rendu de Makamfin Konaté. On a échangé sur la situation, bien sûr, au Nord Mali. Et il m'a rassuré, il a un moral d'acier et c'est important dans ce contexte. Je pense que son retour à Bamako est souhaitable pour poursuivre les missions que l'histoire lui a confiées en liaison avec le gouvernement de transition. La CEDEAO est là pour appuyer le Mali. Donc nous sommes en appoint, nous sommes des forces d'appoint, nous sommes des frères. Et lorsqu'il y a un feu qui couvre dans un de nos pays, il est normal que les autres également se mobilisent pour apporter leur soutien. Si la CEDEAO est prête à envoyer une force à la demande du Mali pour la libération du Nord Mali, c'est que nous avons pris l'exacte mesure du sacrifice qu'il faut faire pour garder et préserver l'unité territoriale du Mali. Donc sur toutes ces questions, nous avons longuement discuté et je pense qu'il faut souhaiter que dans les meilleurs délais, ils puissent rejoindre Bamako. La rencontre de Ouaga s'inscrit dans la droite ligne des conclusions qui ont été retenues à Yamoussoukro lors du sommet ordinaire de la CEDEAO, qui avait donné mandat aux médiateurs ainsi qu'au groupe de contact sur le Mali de réunir à Ouaga ce week-end la classe politique malienne pour faire des consultations en vue de trouver un équilibre pour l'élargissement du gouvernement de transition, de façon à avoir une base sociologique et politique plus élargie pour que le gouvernement soit à même de faire face à ses obligations, dont la principale mission est de réorganiser l'armée malienne avec le soutien de l'armée ou des armées de la CEDEAO pour libérer le Nord. Voilà donc le président sénégalais Macky Sall. Il était au micro de Makamfin Konaté. Macky Sall, il faut le rappeler, est en visite d'État en France. Il a été reçu par le président de la République, Dioncounda Traoré. Après la réunion du groupe de contact des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne, l'Alliance des démocrates patriotiques pour une sortie de crise ADPS donne sa position par rapport aux décisions prises par l'organisation. L'ADPS, qui a rencontré la presse malienne ce matin, se dit favorable à la mise en place d'un gouvernement inclusif. Mohamed Diarra, compte rendu. Oui à un gouvernement inclusif, mais la question doit être gérée au Mali et par les Maliens. Telle est la position de l'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise. Cette précision a été donnée lors du point de presse qu'elle a animé ce dimanche. Rappelons que l'ADPS fait partie de ces regroupements qui ont envoyé un délégué pour prendre part au mini-sommet de Ouagadougou. Ça ne veut pas dire que nous allons dire que l'actuel Premier ministre doit partir. Ah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mais on a vu que l'actuel Premier ministre est bloqué. Peut-être qu'il y a des choses qui manquent à son accordéon. On a dit qu'il faut qu'il ait une assise populaire. Il faut maintenant peut-être élargir. C'est pourquoi nous avons dit dans notre document que même pour mettre un gouvernement en place, qu'ils amènent des ministres ici pour faire ces consultations. C'est possible. Mais que ça se passe au Mali. Mais ce travail-là, ça ne se fera pas sans les hommes politiques. S'agissant du déploiement des forces étrangères au Mali, l'ADPS est sans ambiguïté. Il faut vraiment envoyer les troupes pour aller vers le nord et libérer le nord. À partir de discussions et de points de vue que nous allons donner, ensemble, vont accepter
d'aller au nord. Et nous allons assurer la transition ici, protéger la transition, les organes de transition. Parce qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il ne faudrait pas qu'on pense que quelqu'un d'autre viendra régler ce problème à notre place. Ça n'est pas possible. C'est notre position. En revanche, l'ADPS salue la démarche de la CEDEAO pour la sortie de crise. Elle lance aussi un appel aux forces vives maliennes et à la classe politique, à l'union sacrée pour sortir le Mali de l'impasse. Actualité hors de chez nous, l'élection législative s'est tenue hier en Libye malgré quelques tensions et des bureaux de vote non ouverts dans certaines localités. Le scrutin enregistre plus de 60% de taux de participation. Les résultats sont attendus d'ici mardi. En Libye, le dépouillement des urnes a commencé. 1,2 million d'électeurs se sont déplacés pour voter, soit un taux de participation atteignant les 60%, selon la commission électorale libyenne. Un scrutin historique, un succès pour les observateurs internationaux. C'est un jour historique pour la Libye. La première élection libre depuis 60 ans. Les bureaux de vote que nous avons pu contrôler ont respecté les procédures électorales. Les électeurs étaient disciplinés, il y avait une ambiance festive à travers le pays. Des scènes de liesse sont scandées la nuit d'hier soir à Tripoli, mais des tensions régnaient dans l'est du pays. Une centaine de bureaux n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Ici, à Sirte, beaucoup ont boycotté ces élections. Et des violences ont fait un mort et un blessé. Alors au lendemain du jour tant attendu, l'ambiance est à l'apaisement. Le peuple libyen a fondé de grands espoirs pour le futur. Il veut reconstruire le pays sur des bases solides, avec une bonne constitution. Une qui réponde à ses aspirations et qui donne des lois sévères qui pourront aider à construire le pays avec des institutions solides. Après la Tunisie et l'Égypte, la Libye pourrait à son tour porter les islamistes au pouvoir, estimés favoris de ces élections législatives. Les résultats officiels devraient être annoncés d'ici mardi. En Russie, des inondations ont fait 150 morts au sud-est du pays. Les précipitations ont surpris les habitants dans leur sommeil vers 2 heures du matin. Le président Poutine s'est rendu sur les lieux du sinistre. Les secours continuaient la recherche des corps autour de la ville de Krimsk, au sud-ouest de la Russie, où une crue violente a fait près de 150 morts. La colère gronde parmi les habitants sur des soupçons de négligence des autorités et sur la rumeur d'un délestage d'une retenue artificielle située en amont de la ville. Une rumeur répandue parmi la population qui accuse les autorités locales. Les habitants de la zone ont affirmé n'avoir été avertis de la crue qui les a surpris dans leur sommeil samedi entre 2h et 4h du matin. Je tenais une jeune enfant dans mes bras, nous sommes arrivés à la porter mais ensuite elle a disparu. Nous n'avons rien pu sauver ni personne, tout est dévasté. Lorsque l'eau nous a atteints, nous avons entendu les cris de nos voisins. Leur maison s'est alors enfoncée dans le tourbillon des eaux. Le président Poutine, dont la résidence d'été se trouve à moins de 200 km, s'est rendu sur place et a promis de trouver des coupables. J'ai demandé à la direction du comité d'enquête de Russie de venir ici. Le comité d'enquête vérifiera les actes de tous les fonctionnaires. Quand l'alerte a-t-elle été donnée? Comment cela est arrivé? Pouvaient-ils prévoir? Quand sont-ils arrivés? Et qu'ont-ils fait? Je vous demande de coopérer avec le comité. Selon les autorités locales, plus de 12 000 habitants et 4 000 habitations ont été touchés par le désastre dans ce district qui compte 60 000 habitants. Vladimir Poutine a par ailleurs promis une aide de 2 millions de roubles, soit 50 000 € pour chaque famille de victimes. Retour à l'actualité nationale avec les dons qui continuent à l'endroit des déplacés du nord du Mali. Le Conseil des Guinéens du Mali a fait un geste aujourd'hui à nos compatriotes du Septentrion. C'était à la résidence de l'ambassadeur de Guinée au Mali. Les membres du Conseil ont offert 2 bœufs, 2 tonnes de farine, 100 litres d'huile de palme aux déplacés du nord du pays. Diemba Moussa Konati. En cette matinée bien arrosée à Bamako, les ressortissants de la Guinée-Conakry au Mali ont voulu magnifier cette expression célèbre. Le Mali et la Guinée constituent 2 poumons d'un même corps. En ce sens qu'ils viennent d'offrir 2 tonnes de farine de maïs, 2 bœufs et 100 litres d'huile aux déplacés du nord du Mali. Le Mali et la Guinée, c'est un seul pays avec 2 États. Et les 2 poumons, quand un poumon ne fonctionne pas bien dans le corps
c'est que ça ne peut pas aller. Donc c'est pourquoi les Guinéens ont trouvé nécessaire de faire la lecture du Coran pour que le Tout-Puissant Allah puisse apporter vraiment la paix totale, non seulement au nord, mais aussi entre les Guinéens et Maliens. Le choix de cette quantité se justifie par l'approche du mois de Ramadan. Certes symbolique, c'est donc un geste de solidarité initié par le bureau du Conseil des Guinéens du Mali à l'endroit du peuple frère malien dans une phase spécifique de son histoire. Un geste de fraternité fortement apprécié par le Haut Conseil islamique du Mali. On a vu les amis du Mali, il y en a qui ont donné des riz, il y en a qui ont donné de l'argent ou des denrées alimentaires. Mais ce que les Guinéens ont fait est exceptionnel. La lecture du Coran et les sacrifices. Ça, c'est vraiment purement religieux. Cette remise de dons a été suivie d'une lecture du Saint-Coran. L'ambassadrice de Suède au Mali était ce week-end dans les communes rurales de Kolokoba et Farakala, en 3e région. Sur place, la diplomate suédoise a pu constater de visu quelques réalisations financées par son pays dans le cadre de l'accès des communautés rurales aux services énergétiques modernes. Les principales bénéficiaires de ces projets sont les femmes. Le reportage de Oumar Maïga. C'est dans une ambiance des grands jours que les populations des communes de Kolokoba et Bedougou dans la commune de Farakala ont accueilli ce vendredi l'ambassadrice du Royaume de Suède venue d'une part constater des visu les plateformes multifonctionnelles réalisées par le projet GRAT sur le financement de l'Agence suédoise pour le développement international et échanger avec les membres des différents comités de gestion d'autre part. J'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir l'occasion de m'entretenir avec les femmes qui gèrent les plateformes multifonctionnelles pour qu'elles puissent me faire part de leurs soucis, mais aussi des progrès qu'ils ont notés à travers le petit soutien que nous avons pu faire pour la réalisation des activités qu'on a pu voir aujourd'hui. 8 plateformes multifonctionnelles avec moteur diesel, alternateur, décortiqueuse, moulin, amorce pour charge de batterie ont été installés dans 8 villages par l'ONG GRAT. Coût total du projet 100 millions de francs CFA, dont 75% pour l'ASDI, 25% pour l'ONG GRAT et les communes bénéficiaires. Donc dans un premier temps, ces plateformes vont permettre d'alléger leurs tâches en termes de décortiquage, en termes de mouture, bref, en termes de transformation des céréales. Le deuxième objectif est le côté énergétique. Grâce à ces plateformes multifonctionnelles, il y a une partie qui sert à produire de l'électricité. L'objectif général du programme d'appui aux initiatives du réseau Climat Mali est d'accroître la résilience des couches les plus pauvres. C'est un financement de 2,5 milliards pour permettre aux populations de transformer les produits locaux et avoir de la valeur ajoutée, ce qui les permettra d'avoir plus de revenus pour mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques. En guise de reconnaissance, les populations bénéficiaires des communes concernées ont offert à l'hôte du jour une tenue traditionnelle et un bélier blanc. La mise en place de brigades de vigilance pour la protection des populations du Sahel occidental, c'est la principale décision issue de la rencontre des responsables des 6 cercles du Sahel occidental et du district de Bamako tenue à Nyono. La rencontre a permis aux participants d'échanger sur la crise au nord du pays. Fousseni Samake, compte rendu. Informer les populations sur la situation au nord du Mali, recenser les propositions pour la mise en place d'un plan de conduite à tenir face à la crise qui affecte le Mali, c'était l'objectif de cette rencontre organisée par le collectif des associations de développement apolitique des cercles du Sahel occidental à Nyono. Étaient présents à cette rencontre les représentants des cercles de Nyono, Nara, Djema, Yelemane, Nyoro du Sahel, Kaï et les districts de Bamako pour la mise en place d'une brigade de vigilance, la communication entre les différentes communautés et la solidarité en faveur des personnes déplacées du Nord. Le pays est en guerre, la guerre est à notre porte. Il s'agit de Nyono. Les cercles du Sahel occidental prévoient de surtout prendre en compte les populations de ces cercles afin de les sensibiliser, de les organiser par rapport aux événements du Nord. Lorsque ça vient des populations elles-mêmes, il y a de fortes chances avec cette motivation et cette participation
de réussir les objectifs. La résolution de cette crise nécessite un engagement citoyen de chaque Malien et non la seule affaire des autorités maliennes. Vous savez qu'après le nord, c'est immédiatement le Sahel occidental, c'est la porte d'entrée vers le sud, à partir du nord. Donc tout ce qui se passe au nord nous concerne directement et nous devons prendre certaines dispositions pour éviter les surprises désagréables. Donc c'est dans ce sens que nous avons rencontré les populations pour attirer vraiment leur attention sur le rôle qu'elles doivent jouer, surtout leur rôle d'information. Par ailleurs, la délégation du collectif a rendu visite aux 135 élèves maîtres déplacés des IFM de Gao, Agalok et Diré. Ces étudiants logés à l'IFM de Nyono ont reçu une enveloppe de 200 000 francs comme soutien des mains du président du collectif des associations de développement du Sahel occidental. Dans la région de Ségou, la Jeune Chambre internationale du Mali a tenu à 100 son 15e Conseil national. Au menu des débats, la présentation à mi-parcours des rapports d'activité 2012 des différentes organisations locales membres. De Ségou, le compte-rendu de Honoré Tchenou. Ce 15e Conseil national de la Jeune Chambre internationale Mali consacre la présentation des rapports d'activité à mi-parcours, une occasion pour les JCI Mali de discuter des aspects liés à la vie de leur organisation. Les différents bilans sont positifs. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais à ce jour, vu la situation actuelle du pays, nous avons constaté que les organisations locales sont effectivement sur le terrain et sont en train de se battre et pour mener à bien notre mission. Ainsi, en faisant l'état des lieux des plans d'action 2012, chaque responsable des organisations locales membres s'est dit engagé pour la bonne exécution des activités prévues durant son mandat. Placé sous les signes de la paix et de l'intégrité territoriale, ce 15e Conseil national de la Jeune Chambre internationale a débattu sur la crise actuelle du pays. Ainsi, les JCI ont formulé des recommandations pour un retour rapide de la paix. Nous, jeunes citoyens actifs, recommandons l'implication active de la jeunesse dans le processus de la gestion de la crise et aussi de renforcer la cohésion sociale, ainsi bien de maintenir un dialogue permanent avec les sages du pays. Et nous, jeunes citoyens actifs, condamnons formellement les pillages, les viols, les exactions et destructions du patrimoine culturel. Un des maîtres mots au cours de ce 15e Conseil national de la Jeune Chambre internationale Mali a été la laïcité du pays. La malice des hommes, c'est le titre d'une pièce de théâtre qui a été présentée hier soir à l'Institut français du Mali. C'est une œuvre de l'auteur dramatique et metteur en scène burkinabé Jean-Pierre Daogo. Cette représentation théâtrale honore un contrat de coopération culturelle entre le Mali et le Burkina Faso à travers l'Université de Ouagadougou et celle des lettres et sciences humaines de Bamako. Le projet se veut un symbole de l'apport de la culture dans la conscientisation des peuples en cette période de grande crise sociale et politique. Notre reporter Moudi Boussouari a assisté à la représentation. 3 tableaux, 3 encadreurs, une vingtaine de comédiens, tous des étudiants, un public charmant, voilà le décor de cette représentation théâtrale baptisée La Malice des Hommes. L'œuvre est une idée originale du professeur d'études théâtrales, le burkinabé Jean-Pierre Daogo Guingane. Dans ce spectacle qui dure 1h20, son excellence dictateur, incarné par Mohamed qui joue le rôle principal de la pièce, reçoit de ses maîtres l'ordre de devenir démocrate. Il accepte de se soumettre, convaincu de trouver les moyens de déjouer ce complot contre son régime. Ce texte pose la problématique du pouvoir et particulièrement l'introduction ou l'avènement du multipartisme en Afrique. Il s'agit de voir l'histoire de son excellence à qui ses partenaires occidentaux imposent le multipartisme alors que c'est eux-mêmes qui l'avaient poussé à aller dans la dictature. Malgré toutes les précautions, son excellence dictateur est battu aux élections par Binta, sa nièce qu'il avait obligé de créer un des partis politiques à sa dévotion. Tu seras la patronne du Parti mondial de la verdure. PMV. C'est joli, non? Très joli, il n'y a rien à dire. Après sa défaite, ses maîtres lui proposent leur protection et tentent de renverser la situation. Son excellence dictateur rejette toutes
toutes les solutions et se donne la mort, non sans avoir auparavant tendu un piège dangereux à son successeur. Preuve que la malice des hommes est infinie. La personne diffère du personnage, mais vraiment je me suis vraiment senti dans la peau du personnage que j'ai incarné. Quand je suis sur scène, je me sens une autre personne. Je me sens dans la peau de Binta et ça me plaît bien. D'après d'autres, je suis la vipère, curieuse, voilà. Et à la limite de l'agressivité. L'agressivité. D'après son excellence même, et la journaliste. À la fin de la représentation, l'assistance a eu droit à une prestation chorégraphique des comédiens de la pièce Tous membres de la troupe théâtrale de l'université de Bamako sur fond musical de Ramata Diakité. Et à l'issue de cette soirée culturelle qui avait pour cadre l'Institut français du Mali, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à des professeurs pour leur participation remarquable à la semaine de l'étudiant de l'université des lettres et sciences humaines de Bamako qui s'est tenue les 15 et 16 juin 2012 dans notre capitale. La destruction du patrimoine culturel de Tombouctou est une grande perte pour l'Afrique et pour le monde. C'est l'avis de Zola Maseko, réalisateur sud-africain, auteur d'un film intitulé Les manuscrits de Tombouctou. Pour la réalisation du film, l'auteur a vécu 3 ans dans la cité des 333 saints. Son film Les manuscrits de Tombouctou peut être considéré comme un monument national qui doit sauver ce patrimoine. C'est avec beaucoup de nostalgie que Zola Maseko regarde le fruit de son travail. Toutes les mosquées datent du XIIe siècle et toutes ces mosquées étaient des universités. Les manuscrits de Tombouctou, c'est son documentaire fiction réalisé en 2009. Ce cinéaste sud-africain, installé à Johannesburg, a passé 3 ans dans la cité malienne. Son film reconstitue la vie à Tombouctou, berceau de la connaissance entre le Xe et le XVIe siècle. Un patrimoine mondial préservé jusqu'à ses derniers jours, jusqu'aux destructions de plusieurs mausolées sacrés par des groupes islamistes armés. Tombouctou s'ouvrait au monde et les gens commençaient à apprécier l'histoire africaine et ce que Tombouctou signifiait pour l'histoire du continent. C'est détruit ou en train d'être détruit, c'est une grande part de l'héritage africain qui est aussi détruit. Tous les trésors de Tombouctou sont aujourd'hui menacés. Les milliers de manuscrits en peul et en arabe ancien, les mosquées, joyaux architecturaux. Le documentaire de Zola Maseko, maintes fois récompensé, apparaît aujourd'hui comme une trace pour l'histoire. Lui se demande si les dirigeants africains ont suffisamment conscience de la valeur de cette histoire. L'Union africaine devrait envoyer une force armée sur place juste pour protéger. C'est un monument national tout de même. Si cela était arrivé en Europe, ils auraient tout de suite réagi. Et si ce n'est pas l'Union africaine, alors la communauté internationale. Zola Maseko ne comprend pas non plus le silence et l'inaction de son pays. C'est pourtant l'Afrique du Sud qui a financé en 2006 la reconstruction de la plus grande bibliothèque de Tombouctou, la principale gardienne des manuscrits. Je vous l'annonçais dans les titres, en début d'hivernage, les grands arbres, souvent centenaires, constituent un danger permanent pour les populations. Pire, les fils électriques qui s'entrelacent entre les branches constituent également un autre danger. Ainsi, pour éviter les accidents, EDEMESA, en partenariat avec la Direction régionale des eaux et forêts, procède à des élagages en début d'hivernage. Pour en savoir davantage, notre reporter Mamadou Doumbia a fait le tour de la ville de Bamako. De nos jours, la ville de Bamako est relativement bien boisée. Mais certains arbres du district sont assez vieux et manquent d'entretien par endroits. Ils constituent donc de vrais dangers pour la population. En cette période d'hivernage, les fils électriques constituent aussi des cas auxquels il faut se méfier, surtout quand il y a des orages. Et le troisième danger reste les branches de gros arbres, souvent centenaires, qui pendent au-dessus de nos têtes. L'électricité ne doit circuler que dans des conducteurs actifs. Ces conducteurs peuvent être aériens ou souterrains. En aucun cas, l'électricité ne doit circuler dans des objets accessibles à l'homme ou dans des parties d'ouvrage accessibles à l'homme. C'est pour cette raison que les conducteurs en aérien sont portés par le support pour les mettre en dehors de la portée des hommes. Et les canalisations souterraines aussi sont isolées
Tout ça pour les rendre inaccessibles. C'est pourquoi chaque année, l'énergie du Mali exécute un programme d'élagage des arbres au-dessus desquels pendent des fils électriques pour éviter des dégâts. Considéré par EDMSA comme une opération de maintenance préventive des installations électriques, l'élagage a pris de l'envergure en raison de divers facteurs dus à l'extension du réseau électrique. En période hivernale et même en dehors de la période hivernale, d'abord pour assurer une meilleure continuité de service, pour que le courant ne se coupe pas, et pour assurer la protection des individus, des usagers, il est indispensable qu'on coupe les branches d'arbres, n'est-ce pas, qui touchent les fils ou bien qui sont à mesure de toucher les fils. Le seul souci de l'électricien au cours des opérations de coupe était de dégager les fils des branches d'arbres qui étaient coupées n'importe comment. Et pourtant, les élagages étaient effectués par la coopérative ouvrière des retraités d'EDMSA. Il reste entendu bien sûr que quand on coupe les arbres, n'est-ce pas, on doit le faire suivant les règles de l'art, de façon équilibrée pour ne pas aussi détruire l'arbre. Nous disposons d'une section de bûcherons qui est chargée de mener à bien cette tâche. Donc c'est des gens qui pratiquent ce métier il y a des décennies, donc ils ont toutes les qualités requises pour faire le travail de façon satisfaisante. Ces opérations d'élagage à travers le district de Bamako, qui coûtent environ 7 millions de francs CFA, se font de façon collégiale en partenariat avec la mairie du district de Bamako. À la direction des services de voirie et d'assainissement, on confirme que l'élagage et l'abattage des arbres font partie des travaux urbains courants du district de Bamako. Elle dispose aussi d'une équipe spécifiquement chargée de ce travail et payée sur le budget de la mairie du district. Nous avons des arbres à travers la ville de Bamako qui offrent très peu de sécurité. Donc en cas d'orage, il n'est pas du tout indiqué de s'abriter sous ces arbres. Donc éviter au maximum en cas de vent violent de s'arrêter sous ces arbres-là qui peuvent menacer leur vie à tout moment. L'élagage des arbres situés sur les grandes artères se fait généralement la nuit pour ne pas perturber la circulation. Nos services interviennent à des heures souvent difficiles, donc nous demandons la compréhension de tout le monde pour que ce travail puisse se faire dans l'intérêt de tout le monde. Chaque année, en début d'hivernage, la direction régionale des eaux de forêt du district de Bamako veille aussi à la gestion du patrimoine arbre de la ville de Bamako en répertoriant les arbres à élaguer ou à abattre. Notre rôle au niveau de la direction régionale, c'est attirer l'attention des autorités, appuyer et conseiller l'élagage des arbres au niveau de la ville de Bamako. Chaque année, on est souvent obligé de faire le sapeur-pompier. Ça voudrait dire quoi? Le programme n'est pas suivi d'effet. C'est pas géré comme ça se doit. C'est au bout des incidents qu'on fait appel aux forestiers pour aller dégager soit les rues ou soit même souvent les véhicules, des arbres qui tombent sur les véhicules. C'est pour vous dire qu'on a des difficultés, n'est-ce pas, pour procéder à l'exécution des programmes d'élagage. Cette campagne est indispensable dans notre environnement urbain pour la sécurité des riverains, l'esthétique et l'entretien phytosanitaire des arbres. Mais auparavant, le service des eaux et forêts du district passe par la sensibilisation des populations, l'élagage des arbres et les débardages qui consistent à ramasser et à dégager hors de la ville les branches, les feuilles et les branchettes. Au niveau du service des eaux et forêts, il n'y a pas de rubrique de budget pour faire l'élagage des arbres au niveau de la ville de Bamako. Normalement, chaque année, au niveau des artères, c'est la mairie centrale qui doit mettre les fonds à la disposition de la voirie pour nous permettre d'élaguer les arbres au niveau des artères. Donc le programme ficelé monté par la direction régionale des eaux et forêts envoyé au niveau de la mairie centrale. Après envoi normal des fonds d'être au niveau de la voirie pour financement et exécution. Donc la direction régionale suit avec la voirie l'exécution des travaux d'élagage. Mais malheureusement, les financements ne tombent pas en début d'hivernage. Et tous les ans, à l'approche de l'hivernage, on procède à l'exécution de l'élagage des arbres, qui est en fait une activité obligatoire pour nous. Je pense que cette année, nous n'allons pas déroger à la règle. L'un des défis alarmants qui pose problème aux eaux et forêts reste la coupe abusive des forêts classées de Koulouba qui protègent la ville de Bamako et qui constitue
le poumon de notre capitale. Si vous voyez la forêt classée de Koulouba, c'est à peu près le poumon vert de la ville de Bamako. Et ça contribue, n'est-ce pas, à arrêter l'éboulement, n'est-ce pas, au niveau de certains quartiers au flanc de colonne de Bamako. Mais malheureusement, chaque année, nous assistons à l'enlèvement, n'est-ce pas, des arbres au niveau de la forêt classée de Koulouba. Pratiquement, c'est le béton qui a remplacé l'arbre. En tous les cas, en cette période hivernale, en cas d'orage, la prudence doit être de rigueur pour parer à toute éventualité. Et sport football Coupe du Mali, l'AS Bakaridjan de Baraouli s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la 52e Coupe du Mali de football. En 8e de finale, le club de Baraouli a battu la Jeanne d'Arc de Bamako au tir au but. Les détails, c'est avec Kodisibi. Les rencontres AS Bakaridjan Jeanne d'Arc ont toujours été des derbies. La présente n'a pas failli à la règle, surtout qu'il s'agit des 8e de finale de la Coupe du Mali. Devant le public ségovien qui a effectué le déplacement en nombre, c'est l'engagement qui manque le moins de part et d'autre. Mais les occasions nettes ne suivent pas. On peut tout de même noter un tir de Amadou Gakou qui passe juste au-dessus de la transversale alors qu'il était libre de marquage à l'orée de 6 mètres. 2 minutes plus tard, la tête de Ibrahima Traoré de l'AS Bakaridjan Baraouli en bonne position prend la même direction de l'autre côté. Son coéquipier Drissa Sidibé Chine bute sur le portier de la Jeanne d'Arc à la 35e minute et plus rien jusqu'à la mi-temps bouclée par un score nul de 0 partout. La deuxième période n'apporte pas grand-chose. Les équipes se neutralisent dans un match plutôt physique où les attaquants ont du mal à retrouver leur marque à l'image de Drissa Sidibé Chine de l'AS Bakaridjan et Boukadari Fomba de la Jeanne d'Arc. 0 but partout au terme des 90 minutes. Il fallait recourir aux prolongations. Pendant ces 30 minutes, c'est l'AS Bakaridjan de Baraouli qui s'offre les meilleures occasions sans pour autant les concrétiser. Le dernier recours était la séance de tir au but. Cet exercice sourit à l'AS Bakaridjan de Baraouli qui s'impose 3-2 et se qualifie pour les quarts de finale de la 52e Coupe du Mali. Après 2 défaites consécutives dans le championnat, on est resté à Ségou pendant 10 jours. Il ne faut pas qu'on retourne comme ça. Je savais que les joueurs vont faire un très bon match. Et ils ont fait un très bon match. Et l'adversaire n'est pas démérité. Ils ont joué, ça a été un match plein. Mais je félicite le Bakaridjan, je félicite mes joueurs. La Jeanne d'Arc, qui s'est pourtant offert l'un des favoris, le Stade malien, tombe au niveau des 8e de finale. Il faut jouer pour gagner le football. C'est ce que j'ai dit aux enfants. Nous sommes venus, les deux équipes n'ont pas joué. Ils ont eu peur d'aller vendre les deux équipes de part et d'autre. Chacun, ils ont peur pourquoi? Il faut jouer le football. Si tu joues, tu gagnes. Après, on ne doit plus pleurer. Nous sommes là. Les deux équipes, ils ont toujours joué pour se maintenir et être au tir au but. C'est pour ça que je dis formellement, dans le football, il faut jouer. Il faut jouer libre, il faut jouer profondément et avec le cœur. Être déterminé, tu gagnes. Mais après partir pleurer, non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, l'impression que j'ai là-dessus, les meilleurs à gagner, il a été chanceux, il n'y a pas de problème. Signalons que l'AS Bakaridjan de Baraouli est ancienne finaliste de la Coupe du Mali, situation qui motive les représentants de la 4e région. Voilà cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Sira Bachili. Pour les éditions du soir, vous serez en compagnie de Aoué Touré. Une pensée profonde à nos parents du Nord vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.